Bonjour, bonjour à tous. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Margot Boulet, athlète paralympique, qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Margot. Bonjour, bonjour. Dans le cadre de notre partenariat, le partenariat d'ArcelorMittal avec Paris 2024, on a souhaité vous proposer cet échange avec une athlète paralympique médaillée en para-aviron à Tokyo. Le palmarès de Margot, d'ailleurs, ne se limite pas à Tokyo. Margot Boulet a aussi été plusieurs fois médaillée en championnat d'Europe, si je ne me trompe pas. Bronze en 2020, argent en 2021 et 2022 aussi. Merci beaucoup Margot de prendre ce temps d'échange avec les salariés d'ArcelorMittal en France. Certains sont avec nous dans la salle, d'autres sont connectés, d'autres encore verront la conférence en replay. En tout cas, merci à tous d'être là. On est ensemble pour environ 1 heure. 1 heure où je vais poser quelques questions à Margot qui va nous raconter son parcours, sa vision du sport. Et puis après 30 minutes environ peut-être où vous pourrez poser vos questions. Vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes en ligne, vous pouvez les poser dès maintenant dans le chat, n'hésitez pas. Et mon collègue Guillaume fait la sélection des questions pour poser celles qui se ressemblent tout ensemble et poser les questions les plus pertinentes et les plus représentatives à Margot. Je vous propose qu'on commence avec une courte vidéo, et après j'arrêterai de parler, qui présente le parcours de Margot. Et puis voilà, découvrez son parcours en quelques images. Alors Margot, on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo. On a vu tes débuts avec la natation, la garde républicaine, le GIGN, et puis ton passage à l'aviron. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours? Oui, bien sûr. Déjà, merci à vous de m'accueillir pour aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. C'est vrai que quand je vois toutes ces images, j'ai l'impression d'être un petit peu comme un chat, d'avoir eu plusieurs vies. J'ai commencé par la natation. Natation du coup en tant que valide. J'ai eu le statut de sportif de haut niveau en natation. J'étais plutôt une sprinteuse. Et puis j'ai pas réussi le passage de la transition entre l'équipe de France junior à senior et donc à percer au plus haut niveau international. Donc j'ai continué aussi mes études en même temps et finalement j'ai fait quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ni la biologie, donc mes études, ni la natation. C'est-à-dire que je suis rentrée en gendarmerie en tant que sous-officier. J'étais également cavalière, donc je me suis dit que la garde républicaine pouvait être une unité vraiment très intéressante pour moi. Donc j'ai passé des tests que j'ai réussi. J'ai fait quelques magnifiques années au régiment de cavalerie de la garde républicaine. Mais mon objectif en rentrant en gendarmerie, c'était de un jour tenter les tests d'entrée du GIGN, puisque aussi le travail au sein du GIGN m'intéressait énormément. Et donc j'ai passé ces tests en 2016. Ça a été dur, ça a été long, ça a été froid, mais je les ai terminés. Donc j'ai intégré la promotion de 2017 et c'est là qu'il y a eu un gros obstacle sur mon parcours, c'est-à-dire que j'ai eu un accident de parachutisme.
Le pronostic médical initial, c'était la paraplégie, parce que je me suis fracturé la première lombaire, et je me souviens très bien de ce que ça fait de ne pas sentir ses jambes. C'est un moment de grande panique que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai 26 ans, je suis paraplégique, et est-ce que j'ai envie de vivre dans ces conditions? Et puis bon, finalement, heureusement pour moi, j'ai une énorme douleur qui est apparue au niveau de ma cheville gauche, et en fait je me suis dit mais c'est génial, si j'ai mal c'est que je sens mes jambes. Donc c'était vraiment un peu la renaissance, le déclic de l'espoir pour moi, de me dire ok, il m'est arrivé quelque chose de grave, mais je vais m'en remettre, ça va prendre le temps que ça prendra, mais derrière il est possible de faire d'autres choses. Je n'ai pas pu rester en gendarmerie parce que donc j'ai du matériel médical qui reste à vie. Donc j'ai perdu mes aptitudes, notamment à courir, à sauter en parachute, enfin ce genre de choses-là, même si je suis pas sûre d'avoir à nouveau envie de sauter en parachute. Mais derrière, donc j'ai repris le sport, la natation. C'est un peu la seule chose que je aussi pouvais faire initialement, parce que j'étais fait quand même à peu près 6 mois de fauteuil roulant, puis des béquilles, enfin grosse difficulté à marcher. Et je suis venue à l'aviron un petit peu par hasard, en tout cas l'aviron version sportive. Alors, tu nous avais raconté dans un entretien qu'on a eu auparavant comment, effectivement, quel hasard t'a amené à l'aviron. Et c'était très intéressant. Est-ce que tu peux nous le raconter? Oui, bien sûr. Alors, après mon accident, donc j'ai perdu beaucoup d'autonomie, je ne pouvais plus conduire, donc je suis revenue au domicile parental. Et il se trouve que mes parents sont bénévoles, un club d'aviron auquel je suis licenciée donc aujourd'hui à Nogent-sur-Seine. Mon père est président et ma mère est secrétaire. Et donc j'entendais beaucoup parler d'aviron à la maison, mais moi-même je ne pratiquais pas. J'étais juste licenciée parce que je les aidais à encadrer les jeunes, notamment le mercredi, le samedi après-midi, leur montrer des bases d'échauffement, d'étirement, de mobilité, les bases de n'importe quel sport. Et en fait, dans ce club, il y avait donc un jeune de 16 ans qui avait un potentiel très intéressant. Et donc un cadre de la Fédération française d'aviron s'est déplacé au club pour venir le voir évoluer sur l'eau. Moi, je n'étais pas présente ce jour-là. Et donc il est monté en bateau avec ma mère. Et comme font tous les parents, je pense, parlent de leurs enfants à un moment. Et donc de moi, de l'accident que j'avais eu et surtout des difficultés, des séquelles qui me restaient à ce moment-là. Et en fait, ce cadre, Yannick a dit, mais ça ne l'intéresserait pas d'essayer le para-aviron, puisque de ce que vous me dites, elle a clairement un profil typique de ce qu'on recherche d'anciennes sportives de compétition qui cherchent à se reconstruire par le sport. Et donc, ma mère a échangé mes coordonnées. Le lendemain, j'avais le responsable de l'équipe de France para-aviron au téléphone, donc Charles Delval, qui me proposait le challenge de venir en stage avec l'équipe de France pour essayer d'intégrer un bateau qui s'était qualifié pour Tokyo. Et j'ai accepté le challenge. Et comment ont-ils détecté tes compétences à l'aviron? Est-ce qu'ils t'ont fait faire un test qui a été concluant? Alors oui, pour la petite anecdote, donc mon premier stage, il s'est fait à Vers-sur-Marne. Ce qui est rigolo, c'est que les Jeux auront lieu à Vers-sur-Marne, le bassin où j'ai commencé l'aventure. Et le stage de décembre, chaque année, c'est la même chose. Le premier week-end de décembre, on fait ce qu'on appelle un test ergomètre. Ergomètre, c'est le rameur indoor qu'il y a dans toutes les salles de sport et où il n'y a jamais grand monde dessus, parce que c'est un peu une machine de torture. Et donc 2 km, la distance olympique et paralympique, puisque c'est la même, sur cette machine, contre cette machine, selon comment on décide de le voir. Et moi, j'avais découvert la bête à peu près 3 semaines avant. J'avais à peu près aucune notion de ce qui était un bon chrono ou pas, donc je suis parti sur les bases de ce que je pensais pouvoir tenir. Et en fait, sans le savoir, sur mon tout premier essai, j'étais à 2 secondes du record de France de ma catégorie. Donc là, l'encadrement s'est dit, physiquement, c'est très très intéressant, mais maintenant, il faut lui apprendre à ramer parce qu'en bateau, c'est pas la même. Donc il y a une constante qu'on retrouve dans tout ton parcours professionnel, sportif, c'est le haut niveau. Quoi que tu aies fait, tu l'as fait à très haut niveau. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le haut niveau chez les valides et le haut niveau chez les parasportifs? Alors, c'est vrai que quoi que je fasse, que ce soit du sport ou une autre activité, j'essaie toujours d'y mettre mon 100%. Mon 100%, surtout dans le sport, généralement m'amène à assez bon niveau. Peut-être que j'ai des prédispositions aussi pour ça. La grosse différence que j'ai pu constater entre chez les valides et chez les paras, c'est pas l'engagement. L'engagement, il est le même chez tout le monde. C'est la densité. La densité, notamment à l'échelon national. C'est-à-dire que pour accéder à l'équipe de France valide, par exemple en natation, chaque centième de seconde est extrêmement précieux. En aviron, en para-aviron ou même dans d'autres disciplines, parce que j'ai également fait de la paranatation, il y a des écarts. C'est-à-dire que les 3 premières places sont très difficiles à obtenir, mais après, pour rentrer dans un top 10, ça se fait relativement rapidement, voire facilement.
Après, bon, gravir les marches, enfin les échelons, ce qui amène un podium, c'est plus compliqué, mais c'est surtout la densité qui est différente. Je voudrais bien qu'on parle maintenant un peu de ton sport, le para-aviron, qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on constitue une équipe, de quelle fonction est constituée une équipe, comment se passent les épreuves? Voilà, raconte-nous un peu ça. Alors, les épreuves, c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé. Donc, la distance, c'est 2 km pour tout le monde, que ce soit para ou valide. En para-aviron, il y a 3 catégories. 3 catégories de handicap, PR1, PR2, PR3. PR pour para-rower, tout simplement. Les PR1 sont les plus touchés fonctionnellement parlant. Donc c'est du handicap plus lourd. Typiquement, ça va être des personnes qui sont paraplégiques, donc ils vont ramer sur un siège fixe. Ils sont attachés à leur bateau. Pour la sécurité, le bateau est un petit peu plus large pour une meilleur équilibre. Et il y a des petits flotteurs. Les PR2 vont faire ce qu'on appelle du double mixte, un homme, une femme. Et généralement, c'est des personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Elles les sentent, soit de l'amputé, soit des genoux qui sont bloqués. Ils vont également ramer en siège fixe. Voilà. Et donc nous, les PR3, on l'a vu un petit peu à l'image, ça va être du handicap fonctionnel minimum, voire du handicap visuel également. Et on rame exactement de la même manière que des valides, en amplitude complète sur un siège qui est mobile, dans un bateau qui pourrait très bien servir à des valides. Mais on a des petites adaptations matérielles qui nous permettent de compenser du handicap. Par exemple, moi, ma planche de pied, donc l'endroit où mes pieds sont fixés au bateau, est spécifique. Puisque normalement, en fait, les pieds sont fixés à 45 degrés et ne bougent pas. Et moi, comme je n'ai pas d'amplitude de cheville du côté gauche, en fait, mes pieds sont sur une planche de pied qui est articulée, ce qui me permet que quand je groupe, mes talons se lèvent. Ça fait une petite perte de force. Mais j'ai toute mon amplitude et c'est quelque chose qui est très très important en aviron. Et l'autre fil rouge qu'on retrouve dans ton parcours, j'ai l'impression, c'est le collectif. Je pense que dans les troupes d'élite militaires que tu as connues, le travail en équipe, c'est un euphémisme, mais ça doit être essentiel. Tu fais un sport d'équipe aujourd'hui. Est-ce que tu te serais imaginé faire ou refaire un sport individuel où l'équipe, c'était quelque chose de toute façon très important? C'est vrai que j'ai commencé par un sport individuel, la natation. Et après, mon parcours en gendarmerie m'a fait découvrir vraiment la notion de groupe, de collectif, de dépassement de soi pour quelque chose de plus grand que l'individu. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui en aviron. Mais j'ai envie de dire, même en natation, en fait, le sport individuel n'existe pas. Puisqu'il y a toujours la place du staff, de l'entraîneur, des équipiers. On ne s'entraîne jamais seul, ou en tout cas, il faut être très très fort dans sa tête pour réussir à le faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que je le vis au quotidien, le groupe, la recherche de performance par le collectif, et donc vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien pour nous, et c'était surtout quelque chose que j'ai découvert au GIGN, c'est la notion de complémentarité. La complémentarité, il faut être fort individuellement, bien sûr, mais quand un groupe est très fort, c'est quand il fonctionne très très bien, finalement sa valeur dépasse celle des individus qui le composent. Vraiment, c'est 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3, vraiment quand ça fonctionne très très bien. Et c'est quelque chose qui est presque euphorisant, finalement, quand on arrive à le trouver en groupe, c'est juste génial. Du coup, là, vous êtes combien sur le bateau? 5 en vrai, mais ça fait combien? En vrai, on est 5, mais pour la petite histoire, on compte toujours notre coq dans notre équipage. Donc on est 6, plus que le coach, ça fait 7. Et en plus, on travaille en collectif élargi, puisqu'il y aura bien sûr 4 rameurs titulaires, plus 1 ou une barreuse titulaire pour les jeux. Mais aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 ou 9 à nous entraîner pour espérer faire partie de ce 4 qui ira au jeu. Ah bah, ça nous fait une très bonne transition. Je voulais justement commencer à parler des jeux. Tu es, on l'a dit, médaillé de bronze Tokyo 2020, donc en 2021, puisqu'on connaît la particularité de cette édition-là des Jeux. Pour les Jeux qui arrivent, Paris 2024, tu en es où? Est-ce que tu es déjà qualifié? Est-ce que c'est encore quelque chose qui reste à jouer pour toi? Alors, on a eu la chance, parce que c'en est vraiment une, on la mesure maintenant, de se qualifier dès la première compétition qualificative, c'est-à-dire les championnats du monde qui ont eu lieu en septembre dernier à Belgrade. Il fallait rentrer dans le top 6 mondial et on a fait 5e. Donc on s'est qualifié, même si à ce moment-là, c'était une grosse frustration d'être 5e, puisque je pense qu'on valait mieux que ça. En tout cas, on ne fait pas une course très aboutie, mais on a décroché un quota de qualification pour Paris 2024. Et ça, c'est la première grosse étape, la plus importante finalement, qui est réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire un quota de qualification? Ça veut dire qu'il y aura une équipe de France, un 4 barré PR3 mixte l'année prochaine à Vers-sur-Marne, mais que pour l'instant, l'équipage, la titularisation individuelle, est encore à définir. Ça nous permet, au cours de cette saison, de déterminer quel sera le meilleur équipage au moment des Jeux, et non pas l'année dernière à Belgrade. Voilà, c'est
L'équipage sera à peu près normalement annoncé à l'issue de la dernière Coupe du Monde qui aura lieu à Lucerne, si je ne me trompe pas, qui est encore qualificative pour les équipages qui n'ont pas décroché le précieux sésame la saison dernière. S'ils gagnent, ils ont leur place. Et à ce moment-là, ils sont également titulaires. Et donc pour nous, la nomination se fera à l'issue de cette dernière Coupe du Monde. Mais c'est un équipage existant. C'est forcément un équipage qui est qualifié ensemble. Oui, on a qualifié la coque. Mais si plein de rameurs extrêmement bons arrivent cette saison, peut-être qu'aucun des rameurs qui étaient dans la coque à ce moment-là ne sera qualifié. Wow. C'est vraiment la particularité. D'accord. Donc si tu es qualifié, si tu fais partie de cet équipage qualifié pour Paris 2024, ce sera donc tes deuxièmes Jeux. Qu'est-ce qui sera différent la deuxième fois ? C'est que c'est en France. Vraiment, je pense que c'est la seule grosse différence, puisqu'après, ça reste un 2 km. Il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Et le but, c'est de passer la ligne d'arrivée avant les autres. Là-dessus, il n'y a rien qui change par rapport à Tokyo. Mais la grosse différence, c'est qu'on est chez nous. Donc on est d'autant plus attendu, d'autant plus fier de représenter nos couleurs dans notre propre pays, sur notre édition des Jeux. C'est quelque chose d'unique dans la carrière d'un sportif. Déjà, faire les Jeux, c'est une expérience exceptionnelle, mais avoir la chance de pouvoir les faire dans son propre pays, ça, c'est grandiose. Donc on a envie d'être à la hauteur du résultat. Enfin. Et quel objectif tu te fixes, ou l'équipe se fixe ? Il faut être ambitieux, il faut viser la première place, et après on verra bien ce qui se passe. Okay. Alors comme tu le sais, et on le voit ici, ArcelorMittal, qui est partenaire officiel de Paris 2024, a l'honneur et la fierté de fabriquer cette torche. On sait que le relais de la flamme olympique démarrera en avril puis en mai en France. Le relais de la flamme paralympique sera fin août. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la flamme olympique, la torche olympique ? Déjà pour moi, la flamme et la torche sont indissociables l'une de l'autre. Donc vraiment, c'est un icône, j'ai envie de dire, des valeurs, les valeurs de l'olympisme, les valeurs du sport, du respect, de l'engagement, du dépassement de soi, qui est incarné finalement dans un objet et avec cette flamme qui est au-dessus. Et c'est pour moi, personnellement, une part de rêve. Je me souviens avoir vu une cérémonie d'ouverture quand j'étais toute jeune adolescente et me demander vraiment ce que ça signifiait. Et j'étais déjà quand même très sportive à ce moment-là. Donc c'était vraiment le rêve par le sport qui est incarné par cet objet. Si on revient un peu sur ton handicap, si tu le permets, tu nous as expliqué que c'était un handicap acquis. Là où d'autres, évidemment, sportifs paralympiques ont des handicaps de naissance. Est-ce que pour toi, c'est différent dans la façon de le vivre, de le surmonter peut-être ? Effectivement, j'observe qu'il y a une différence. Pour moi, donc, j'ai eu mon accident, j'avais 26 ans. Et donc, c'est du handicap fonctionnel au niveau de ma cheville gauche et de mon dos. Et par conséquence de mon dos dans ma jambe droite également. Donc, j'ai quasiment pas de mobilité au niveau de ma cheville gauche. Donc, mon pied est quasiment fixé à l'écart par rapport à mon tibia. Et au niveau de mon dos, j'ai 3 vertèbres qui sont soudées. Ma fracture vertébrale a fait que j'ai eu une perte de contrôle musculaire au niveau de ma jambe droite, que j'ai quasiment complètement récupérée. Mais dans le sport de haut niveau, je me rends compte que non. Finalement, ma jambe forte, c'est ma jambe gauche, celle où j'ai une prothèse de cheville, ce qui est un peu paradoxal. Et je pense que la différence par rapport au handicap inné, c'est que le corps, le cerveau, doit tout réapprendre. Et pour moi, je dirais que ça a pris finalement quasiment 5 ans. Il n'y a qu'aujourd'hui où je me dis, si du jour au lendemain, j'avais une cheville parfaitement valide, et ben finalement, je ne saurais pas m'en servir. Mais ça a pris le temps. Ça a pris le temps et j'observe également, notamment sur le handicap visuel, parce qu'on en a 2 dans le collectif, un pour qui c'est de naissance et un pour qui c'est dégénératif. Ils en sont à peu près aujourd'hui au même point d'acuité visuelle, on va dire, mais tous les 2 ne s'en sortent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que Rémi, pour qui c'est de naissance, se débrouille très très bien dans tous les environnements, alors que Jérôme, pour qui c'est dégénératif, eh ben, il se cogne partout, le pauvre. Donc je me dis que voilà, c'est jamais facile d'être en situation de handicap, mais je pense que le cerveau s'y habitue plus rapidement, plus ça arrive jeune, et donc de naissance. Et l'autre particularité de ton handicap, c'est qu'il est invisible. On t'a vu arriver, on ne pourrait pas deviner si tu ne nous l'avais pas dit. Quand un handicap est invisible, on a l'option de le cacher, justement. Et quand on devient sportif, parasportif, on fait exactement l'inverse. On l'assume, on le montre et on s'appuie dessus. Est-ce que c'est pour toi une démarche qui était facile ?
Oui et non. Je suis passé comme tout blessé, j'ai envie de dire, par la phase de déni du handicap, hein, à me dire, bah ok, il m'est arrivé ça, effectivement, c'est quand même pas rien, mais bon, c'est pas ma première fracture et je m'en remettrai. Je m'en remettrai, je ferai exactement comme avant. J'avais l'ambition de revenir, enfin de reprendre ma place au groupe d'intervention. Et puis quand même au bout de quelques mois, je me suis dit bon, non, c'est vraiment quelque chose de plus grave que ça qui t'est arrivé. Donc maintenant, il va falloir faire avec. Je peux pas l'ignorer. Et ça a été la première phase, on va dire, d'acceptation. Acceptation. Et pour moi, presque de redécouverte. Ok, maintenant mes nouvelles capacités sont limitées. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? C'est là que le sport a pris vraiment toute sa place, puisque c'est par le sport, par la natation initialement, que vraiment j'ai eu cette démarche d'essayer de savoir ce dont mon corps était capable aujourd'hui après accident. Euh, et c'est vrai que je savais que la paranatation existait. Je n'étais pas intéressée par ça, même si j'ai fait des compétitions en tant que valide. Donc forcément, je prenais un peu des petites raclées par rapport à mon niveau d'avant et ce que mon corps était capable de fournir. Mais j'avais pas cette démarche à ce moment-là de me dire bah, je vais faire du sport avec des personnes qui ont le même impact du handicap que moi. Et finalement, c'est par le para-aviron, un petit peu le hasard du coup de la bonne rencontre au bon moment, que j'ai vraiment accepté le challenge du coup du sport paralympique, assumé aussi ça. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien, puisqu'en commençant un nouveau sport, en étant avec des personnes qui avaient les mêmes difficultés que les miennes, je me suis finalement découvert une marge de progression, alors qu'en natation, je courais toujours après quelque chose qui n'était plus atteignable. Ok, merci. Aujourd'hui, on est à 9 mois à peu près des Jeux paralympiques, quelque chose comme ça. Comment tu te sens? Je me sens bien. L'entraînement ce matin était dur, mais il est bien passé. Donc, c'est vrai que 9 mois, je ne fais pas le décompte vraiment des Jeux paralympiques, sinon c'est trop stressant, je trouve. Donc, la préparation, je fais confiance au coach pour nous préparer du mieux que possible, individuellement et collectivement. Et voilà, j'ai confiance en le processus et je le suis. Merci Margot, je pense que ton parcours est très inspirant pour nous tous et tous les salariés qui nous écoutent. Je vais vous proposer de passer aux questions. Peut-être dans la salle, si vous avez déjà une première question, le temps qu'on récupère un micro. Est-ce que certains d'entre vous... Bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Thiusborn. Je suis impressionné par votre parcours, toutes mes félicitations. J'ai une question. Comment vous faites pour être à 200% à un moment, à une date précise, à une heure précise, sachant que vous êtes entraîné pendant 3 ans, 4 ans? Comment vous faites pour être ultra prête à ce moment-là précis? C'est toute la difficulté du sport, ou en tout cas d'un challenge avec une date fixe. Je pense que la meilleure façon d'être à son 100% de son potentiel le bon jour, c'est de réussir à relativiser l'enjeu. Sinon, la pression est trop importante. Et je pense aussi que c'est un peu ce qui nous est arrivé sur les championnats du monde où on voulait absolument se qualifier et être médaillé. Et on s'est mis une pression nous-mêmes supplémentaire, ce qui fait que notre 100% s'est transformé peut-être en un 80-85%. Donc, réussir à avoir le détachement, juste ce qu'il faut, pour pas non plus se moquer du résultat, pour pouvoir exploiter son plein potentiel. Et ce détachement, il vient de la confiance. On parlait juste avant justement d'avoir confiance en le processus d'entraînement, que le travail est fait, il a été bien fait, et maintenant, j'ai envie de dire juste enjoy, quoi. Ça a l'air facile. Une autre question, je crois, dans la salle? Oui, bonjour Margot. Bravo pour ton parcours. J'avais une question. Comme tu as été athlète de haut niveau en natation, en paranatation et maintenant en para-aviron, je voulais savoir quels étaient tes modèles et tes inspirations. C'est une très bonne question. J'ai pas une inspiration précise. Je crois en les capacités du corps humain, que ce soit physique ou psychique, et puis c'est un peu indissociable de toute manière. Et j'essaie de m'inspirer des athlètes ou des personnes chez qui vraiment ça fonctionne, qui arrivent à réussir leurs objectifs, à faire des choses exceptionnelles. Et je me dis qu'il y a du bon à prendre chez tout le monde dans tous les sports, pas que les miens. Et justement, j'ai pas envie de me mettre ces œillères à ne regarder que mon sport et que les athlètes de ma discipline. Je trouve que ce serait vraiment dommage.
Et j'avais une question qui ressemble, du coup je me permets de rebondir. Est-ce que tu as des icônes ou des idoles, sportives ou non d'ailleurs, des gens qui t'inspirent? J'ai forcément été admirative dans mon parcours de certaines personnes que j'ai côtoyées. Je pense notamment à Laure Manodou pour la natation et à Florent, qui en plus est exactement du même âge que moi, que j'ai vu évoluer à un niveau que moi j'espérais un jour atteindre et que j'ai jamais réussi. Donc vraiment félicitations à eux. Aujourd'hui en aviron, comment dire, le poisson, la cible à abattre, c'est l'équipage britannique. Donc on s'inspire, enfin je m'inspire vraiment d'eux, de ce qu'ils font, pourquoi ça fonctionne si bien chez eux, quelle est leur façon de s'entraîner, quel est leur mindset, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, mais pas seulement dans ces sports. J'ai beaucoup d'admiration pour les gymnastes. Je trouve que c'est un sport que j'aurais pas pu pratiquer pour le coup. Également pour l'endurance extrême par le trail. Vraiment, je m'inspire de là où il y a des choses à prendre. Merci. Je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées en ligne, Guillaume. Oui, on a une petite question sur le chat. Alors, il faut un mental très au-dessus de la moyenne pour intégrer le GIGN. Est-ce que l'accident, le handicap, l'a encore développé? Alors, c'est vrai que les tests d'entrée du GIGN sont difficiles. Il n'y a pas d'autre terme. Il y a une première phase qui ressemble à de la compétition sur une semaine. Donc, vraiment, on vous demande d'être le meilleur possible dans différentes disciplines. Puis une deuxième phase qui est vraiment plus de la résistance. La résistance, surtout morale, j'ai trouvé. Ça dure 8 semaines. 8 semaines à peu près, ça vient juste de se terminer pour ceux qui l'ont passé cette année. Donc c'est 8 semaines où les conditions météo sont difficiles, où on vit dehors en permanence, où il n'y a absolument aucune possibilité de savoir si ce que l'on fait en tant que candidat est bien ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barème. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude parce qu'on n'a pas de repère. On est habitué à être noté depuis qu'on est très jeune, à savoir si on se situe dans le haut, le milieu ou le bas du panier. Et à ce moment-là, on vous retire tous vos repères. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a été très difficile en tant que sportive, mais qui m'a aussi beaucoup enseigné à me dire quelle est ma propre valeur. Et si je reste là et si je ne me suis pas fait sortir par l'encadrement, c'est que finalement, ce que je fais convient. Et donc réussir à garder confiance en moi, en mes capacités, pour pouvoir continuer. Et je pense que ça a été un très très bon enseignement pour finalement ce qui m'est arrivé, mon accident et le handicap, et le processus derrière de reconstruction avec la perte totale de repères, puisque finalement je n'étais plus une valide et il fallait se reconstruire à partir de quelque chose de complètement différent. Et donc plonger dans l'inconnu et voir comment on avance, exactement comme pendant des sélections du GIGN. Après, un mental d'acier, oui et non. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut et prendre le temps vraiment de se questionner sur pourquoi est-ce que je fais ça. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour satisfaire une certaine forme de fierté? Est-ce que c'est vraiment parce que ça m'intéresse? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et quand on a la réponse vraiment à cette question, qu'on prend le temps vraiment de se la poser à soi, vraiment de manière très très profonde, derrière on a forcément la motivation et la discipline qui va avec la réponse. Oui, on parle justement là de mental. La préparation mentale est un sujet de plus en plus important chez les athlètes de haut niveau. Comment toi, est-ce que tu es suivi par un coach mental? Est-ce que l'équipe est suivie par un coach mental? Est-ce que vous avez les deux? Comment vous abordez la préparation mentale autour d'une compétition comme les Jeux qui arrivent? Effectivement, c'est vrai que la prépa mentale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le corps n'est rien ou vraiment pas grand-chose sans la tête. C'est vraiment elle qui commande. Aujourd'hui, on a exactement les deux niveaux on va dire, de suivi. Un suivi d'équipe réalisé par une psy du sport ou prépa mentale. Et moi, à titre personnel, mais je crois que c'est le cas aussi de tous mes équipiers, j'ai un suivi également par une psy du sport personnalisé en fonction de mes besoins. Donc des fois, ça va être espacé de plusieurs semaines ou des fois dans une phase plus difficile ou qu'il y a quelque chose de précis à travailler, comme l'approche d'une compétition, ça peut être beaucoup plus récurrent. Une autre question peut-être dans la salle? Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux personnes qui pourraient être découragées par leurs handicaps? Vraiment qu'il faut oser. Il faut oser avant tout pour soi. Le handicap n'est pas un frein à être heureux. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai compris. Et finalement aujourd'hui je me sers de mon handicap pour faire quelque chose que je rêvais de faire quand j'étais adolescente, du sport de haut niveau et la vie qui va avec. Donc vraiment de ne pas voir le handicap comme un frein,
même si ça peut être très difficile parfois. Mais de toute manière, je pense que la vie n'est jamais très facile pour tout le monde. C'est juste quelque chose à prendre en compte en plus. Dans votre parcours pour la préparation, quelle est une semaine type pour vous, d'un point de vue sportif? Et est-ce que on vous impose des régimes particuliers, d'un point de vue alimentaire, pour vous préparer? Alors, d'abord, les semaines types, on va dire qu'il y en a 2. C'est un sport collectif, donc il y en a des phases tous les mois, on est en stage d'équipe de France. Donc, la semaine type en stage, c'est ce qu'on appelle des cycles de 5. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle de 5? C'est 5 demi-journées d'entraînement pour 1 de repos. Et on enchaîne comme ça, des cycles les uns derrière les autres, sachant que sur une journée d'entraînement, c'est 3 séances. Donc le matin, 2 séances, l'après-midi, 1. Voilà, et on enchaîne les jours comme ça. Hors stage, comme en ce moment par exemple, on est plutôt sur des cycles de 3, c'est-à-dire sur 3 demi-journées entraînées pour 1 de repos. Et hors stage, on ne fait pas 3 séances par jour, puisque n'étant pas en pôle, et donc ayant des temps de déplacement plus ou moins importants pour aller sur nos structures sportives, on perd trop de temps dans les transports, et donc 3 séances, ça ne passe pas, ou en tout cas ça ne passe pas sur le long terme. Après, ça génère trop de fatigue, et on passe rapidement en surentraînement, et après il y a d'autres complications qui arrivent après ça. Et pour la question du régime alimentaire, en para-aviron, il n'y a pas de catégorie de poids, ce qui peut être le cas chez les valides, avec la catégorie des poids légers. Donc il n'y a pas de régime alimentaire particulier. Pour être performant, il faut juste avoir le meilleur rapport poids-puissance possible, et aussi s'y tenir au cours de la saison, parce que donc, bon, là, on ne voit pas le bateau sur la photo, mais les bateaux sont choisis en fonction du poids de l'équipage. Donc si sur les derniers mois de préparation, le problème c'est surtout si on prend du poids, la coque est trop enfoncée dans l'eau, et donc après ça génère plus de traînée, donc il faut pousser plus fort pour aller à la même vitesse. Donc voilà, c'est juste le meilleur rapport poids-puissance possible. Et par contre, là où c'est vraiment très très important, c'est plus sur la qualité de la nutrition, pour justement que le corps soit en capacité de fournir les efforts demandés, de ne pas subir la charge d'entraînement. Et donc là, vraiment, c'est plus la diversité, la qualité de la nourriture qui rentre en ligne de mire. Comme vous avez dit, vous avez votre accident en 2017. Est-ce que vous remarquez une amélioration sur la perception qu'a la société ou les personnes en général sur tout ce qui est sport paralympique ou athlète paralympique? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une amélioration et que les gens en prennent plus conscience, entre guillemets? Oui, vraiment, je pense que c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir, mais que j'observe vraiment naturellement, que le sport paralympique prend vraiment de l'ampleur, notamment médiatiquement parlant, et que du coup, on va dire la population d'une manière générale s'y intéresse de plus en plus, parce qu'elle commence à connaître certains sportifs, certains noms, et du coup s'intéresse à leurs histoires. Je pense que le sport paralympique touche différentes personnes par rapport au sport olympique, puisque c'est pas seulement la perf qui intéresse, mais l'humain et l'histoire qu'il y a derrière, et comment est-ce qu'on en est arrivé là, et pourquoi est-ce qu'on fait ça, et finalement une forme d'admiration, d'oser malgré des grosses, plus ou moins grosses difficultés en fonction de l'impact du handicap. Et je pense que c'est pas seulement, en tout cas à l'échelle nationale, quelque chose que c'est parce que les Jeux sont chez nous, mais ça s'est déjà vu pour Tokyo, beaucoup d'intérêt pour les résultats paralympiques. En plus, bon, il y a eu beaucoup de médailles, donc je pense que ça a pas mal aidé aussi. Et dans mon équipage, Rémi et Antoine, donc l'équipage de Tokyo, étaient titulaires dans le bateau depuis les Jeux de Londres. Et donc eux, vraiment, et pour avoir beaucoup discuté avec eux, ont vu une réelle évolution du sport paralympique entre les Jeux de Londres en 2012 et 2021. Et ça continue vraiment à aller dans ce sens-là, donc c'est génial. Est-ce que la France est un pays important d'ailleurs dans l'univers paralympique? Est-ce qu'on est un des pays forts? Oui, ça dépend un peu des disciplines, mais le classement, alors je crois qu'on a fini 5e, je ne suis pas sûre de moi, au classement des nations sur le tableau des médailles à Tokyo. Donc c'est vraiment une nation sur laquelle il faut compter pour truster des podiums ou des places en finale. Et j'espère qu'on va encore plus gagner notre place de leader sur l'Olympiade à venir. On croise les doigts. D'autres questions sont arrivées dans le chat, oui, je crois. On a une petite question du coup sur la France et le site de compétition. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu penses du site de compétition, et est-ce un avantage pour toi d'être à domicile niveau connaissance du terrain?
Alors, je suis quelqu'un qui n'attache pas forcément énormément d'importance au fait de connaître le terrain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un sport d'extérieur. Et donc, on a beau connaître le bassin, si ce jour-là, il y a énormément de vent ou pas du tout, au final, ça change quand même énormément la donne. Et l'aviron, c'est quand même extrêmement simple. Hein. C'est un ponton de départ, une ligne d'arrivée et 2 km entre les deux. Il n'y a pas de raccourci. Il y en a beaucoup qui l'ont cherché, personne ne l'a jamais trouvé. Donc, par exemple, contrairement à du VTT ou du cyclisme ou des sports comme ça où c'est hyper important de super bien connaître le terrain, nous, un peu moins. Par contre, le fait que ce soit à domicile et le fait que aussi nous ne soyons pas en contexte Covid, comme c'est le cas à Tokyo, je sais déjà que, en tout cas, voilà, si j'ai ma titularisation dans le bateau, il y aura beaucoup de monde pour nous soutenir. Et donc ça, c'est la grosse différence, je pense, par rapport à des jeux de l'autre côté de la planète. Ramer devant sa famille et ses amis, ça doit être assez différent, effectivement. C'est vrai. Alors, pendant la course, j'avoue que j'y penserai pas. Mais après la course, et surtout s'il y a un résultat très positif, ce sera, je pense, une façon complètement différente de vivre les Jeux, puisque ça a été... Bon, le fait que les Jeux aient lieu à Tokyo, c'était déjà génial, vu le contexte, mais on s'est quand même senti un petit peu seul après la cérémonie protocolaire. C'est génial. On a passé des bons moments entre nous 5 et avec le staff, mais derrière, la joie partagée par téléphone, c'est quand même pas exceptionnel, quoi. C'est sûr, on imagine. D'autres questions dans la salle ? Oui. Comment envisagez-vous de contribuer au développement du sport paralympique à l'avenir ? Grosse question. Grosse question. Déjà, je ne conçois pas Paris comme étant ma dernière compétition. Si Paris il y a pour moi, je souhaite poursuivre. Et je pense que le développement du sport paralympique vient aussi justement du fait que les sportifs osent s'afficher en dehors des terrains de sport. Donc osent aller à des réceptions, aller dans les écoles, par exemple la semaine olympique et paralympique, des choses comme ça, pour parler de leur sport, de ce qu'ils font, du mouvement paralympique, et du fait que ce ne soit pas exclusivement, alors en tant que praticien si, mais réservé à un public paralympique. Qu'il y a des très très belles choses dans le sport paralympique, des belles histoires à raconter et à observer. Et voilà, c'est vraiment en fait en parlant, en pratiquant, en parlant, que je pense pouvoir apporter un petit peu plus au sport paralympique. Question un peu indiscrète. Je ne sais pas quel âge tu as. J'ai 33 ans. Et jusqu'à quel âge on peut pratiquer le para-aviron ? Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de limite d'âge, c'est une limite de performance, on va dire. C'est un sport déjà en tant que valide, ce qu'on appelle la maturité tardive, un petit peu comme le marathon. C'est un sport d'endurance, enfin la limite un peu entre le lactique et l'endurance quand même. Et c'est pas rare de voir des médaillés olympiques à 40 ans. Donc ça me laisse de la marge. Ça fait combien de jeux ça ? Une autre question sur le chat ? Ouais, justement, il y avait une question sur est-ce que tu commences à préparer ton après-carrière sportive ? C'est une bonne question aussi. Pour l'instant, vraiment, je ne me vois pas arrêter. Si je devais arrêter là maintenant, ce serait vraiment quelque chose que je vivrais assez mal. Ce serait certainement suite à une blessure ou à un niveau qui d'un seul coup deviendrait pas suffisant pour être en équipe de France. Mais heureusement, c'est pas le cas. Donc, l'après-carrière sportive, oui, j'y pense. J'ai des pistes de reconversion, mais ça me paraît encore assez lointain. Et j'ai envie vraiment de profiter, de vivre à fond ces Jeux de Paris sans me lancer dans des formations avant, puisque c'est quelque chose qui est chronophage. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vivre l'expérience à 200%. Donc, c'est Paris, Paris et encore Paris. Et Los Angeles. Oui. Mais après, voilà, une Olympiade complète, justement, une Olympiade de 4 ans, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. Donc c'est pour ça, j'ai envie de savoir ce que ça fait aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, sur le chat ? Ici, peut-être le micro, s'il vous plaît. Le micro arrive. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai une question plus sur la pratique de l'aviron. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Et par rapport aussi à votre pratique de championne en natation, puisque en fait, il y a quand même un point commun dans les deux sports, c'est la glisse. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la glisse sur l'eau ? Et également, une autre question, si j'ai bien compris, vous vous entraînez beaucoup sur la base de verre, qui est donc une base fermée où il n'y a pas de courant.
Et donc, comment en ce moment, donc en période hivernale où les conditions climatiques sont pas toujours idéales, comment vous vous entraînez? Est-ce que vous continuez à vous entraîner en extérieur? Voilà. Beaucoup de questions. Si j'oublie des points, il ne faudra pas hésiter à me les rappeler. Je vais commencer par le dernier. Effectivement, les compétitions d'aviron, les compétitions internationales se font toujours sur des eaux calmes. Donc, comme Vers-sur-Marne, pas de courant. Pas de courant pour l'équité. Puisque sinon, si par exemple on faisait une compétition sur la Seine, entre les 6 couloirs, parce qu'une course d'aviron c'est 6 couloirs, à peu près 10 mètres de large pour chaque couloir, le courant ne serait jamais le même en fait entre la ligne d'eau entre la 1 et la 6, et donc ce ne serait pas équitable. Donc pour ça, moi je suis donc licenciée à Nogent-sur-Seine. Je rame de temps en temps seulement sur la Seine, puisque elle est magnifique en amont de Paris, mais elle fait beaucoup de méandres. Et l'aviron, c'est pas du slalom. Les bateaux sont pas faits pour ça. Donc j'ai la chance de pouvoir m'entraîner. C'est un environnement particulier, mais sur le bassin de la centrale nucléaire de Nogent. C'est un bassin qui fait 1500 mètres en ligne droite. C'est comme s'ils avaient creusé une grande piscine dans le sable. Donc c'est absolument génial pour moi comme condition d'entraînement, parce que finalement c'est quasiment des conditions de compétition. Et après on fait des stages tous les mois, les stages équipe de France. Actuellement on va quand même beaucoup dans le sud-ouest, en Lot-et-Garonne, et on rame sur le Lot. Ça nous fait aussi ramer dans le courant, notamment le dernier stage là, il y a 10 jours. Le Lot était presque en crue. Donc il y avait à peu près 650 mètres cubes secondes. Ça fait du courant. Ça fait vraiment du courant. Donc dans un sens, en aviron, on parle de vitesse au 500. Voilà, comme des km/h. Donc c'est des vitesses au 500. Et dans un sens ou dans l'autre, on avait plus de 1 minute d'écart en temps au 500. Ce qui est énorme. Et en termes de sensation, c'est intéressant de travailler dans autant de courant. Parce qu'en fait, dans un sens, quand vous êtes courant contre, c'est pas forcément logique du premier abord, vous n'avez pas d'appui. Parce que la coque finalement n'avance pas, on va dire d'un point de vue stationnaire par rapport à la berge, mais le courant, lui en fait, à partir du moment où vous mettez votre palette dans l'eau, elle suit le mouvement du courant. Donc c'est pour ça que vous avez très peu d'appui. Et par contre, dans l'autre sens, quand vous posez votre palette dans l'eau, là le courant se met dedans et donc vous avez des appuis colossaux. Et donc c'est hyper intéressant de travailler justement cette dualité. Parce qu'en compétition, s'il y a du vent pour ou du vent contre, ça va un petit peu reproduire justement ces conditions. Quand le vent est contre, c'est ce qu'on a eu le cas au dernier championnat du monde, ça peut faire plus de 30 secondes d'écart sur la course, sur le 2 km. 30 secondes quand vous êtes à 100% de fréquence cardiaque maximale, c'est très 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 long. Je préfère quand il y a un petit vent pour, personnellement. Ça, c'est l'ancienne sprinteuse en moi qui parle. Ensuite, la question suivante, c'était... Sur la glisse. La glisse. Effectivement, je suis une nageuse à la base. Même encore aujourd'hui, je me définis comme étant une nageuse, plus qu'une rameuse. Je pense parce que je l'ai pratiqué plus longtemps et je me suis finalement... j'ai grandi avec ce sport. Et c'est ce sport aussi qui m'a permis d'être aussi rapidement performante en aviron. J'ai commencé, c'est vrai, je vous en ai parlé tout à l'heure, par un test sur une machine, donc aucune glisse. Mais la natation, c'est un sport d'hypoxie, un sport où on est habitué à être seul face à soi-même et en plus à ne pas avoir de chrono, alors que la machine, elle vous le rend... vous avez l'écran devant vous, donc c'est assez facile de savoir où on en est. Donc la natation m'a forgé psychologiquement dans l'effort, dans la difficulté de l'effort, avec peu de repères. Et après, une fois dans le bateau, finalement, j'ai progressé très très vite, puisque les sensations à rechercher sont quasiment les mêmes qu'en natation. Sauf qu'au lieu que ce soit directement par un ressenti, un feedback par votre peau, vos avant-bras, vos pieds, la sensation d'appui sur l'eau corporelle, là, il faut réussir à le ressentir à travers l'outil qu'est l'aviron, la palette, la glisse de la coque, prendre en compte le poids de la coque, l'inertie qu'elle a, et surtout l'équipage. L'équipage, la synchronisation parfaite, le rythme d'un équipage plutôt que le rythme personnel. Et c'est quelque chose que j'ai rapidement réussi à prendre en compte, à tel point que j'ai été placée à une position qu'on appelle la nage. Un peu drôle, mais bon. C'est-à-dire que je suis à l'arrière du bateau. À l'arrière du bateau, je suis donc devant tous mes collègues et eux calent leur rythme sur le mien. J'ai cette position parce qu'en fait, j'arrive à trouver un rythme qui est le plus efficient possible en termes de glisse, justement, mais aussi en termes de mon niveau en tant que féminine dans un équipage mixte est à peu près le niveau moyen de l'équipage. Donc, j'ai la capacité de m'adapter à l'autre féminine qui actuellement est un peu plus faible que moi et aussi aux masculins qui sont plus forts que moi et trouver
à jauger comme il faut en fait ce que le 100% de l'équipage. On s'est rendu compte aujourd'hui que si on met notre élément le plus fort, qui est Grégoire actuellement dans l'équipage, à la nage, lui, il fallait qu'il abaisse son niveau en course pour pouvoir retrouver à peu près le 100% de l'équipage. Sauf que c'est quelque chose, abaisser votre niveau quand vous êtes plus très lucide en fin de course, qui est extrêmement difficile. Alors que moi, finalement, mon 100% correspond à peu près au 100% de l'équipage. Donc je me retrouve à cette place qui est une place un petit peu de leader finalement dans le bateau, en tout cas technique en termes de rythme. Puisque le leader, ça reste le coach. Et donc lui, il n'est pas dans le bateau, de par la natation. C'est vrai qu'il y a énormément de parallèles entre ces deux sports. Je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité de la question. Et est-ce qu'il y a des parallèles dans ce rôle de leader plus ou moins officiel? Est-ce qu'il y a des parallèles avec des choses que tu avais vécues dans la vie professionnelle? Oui et non. J'ai pas été en position de leader à la garde républicaine. C'est surtout le grade et l'ancienneté qui faisait le leadership. Mais c'est aussi un fonctionnement dans lequel je me retrouvais assez peu finalement. Au groupe, même si j'y suis restée très très peu de temps, c'est déjà un fonctionnement qui me convenait beaucoup mieux, puisque c'était la compétence qui faisait le fait qu'on était là ou pas. Et de par la compétence, rôle, place, fonction, et du coup leadership sur ce sur quoi on est le plus compétent. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup et finalement c'est un fonctionnement que je retrouve aujourd'hui en aviron. J'ai pour Tokyo, avec même pas un an d'ancienneté d'aviron, été à une place de leader puisque en fait le fonctionnement de l'équipage faisait que c'était moi qui étais la plus compétente pour occuper ce poste. Ça veut pas dire que j'étais la meilleure, c'est juste que l'équipage fonctionnait le mieux de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui je trouvais logique, et quand c'est accepté par tout le monde dans l'équipage parce que c'est ce qui fonctionne, en fait il n'y a même pas besoin de leadership puisque tout le monde sait que c'est pour notre bien. Et voilà, je pense que le leadership, c'est la meilleure façon de le voir. Quand il est naturel et qui... Exactement. Est-ce que tu as des superstitions, des porte-bonheur, comme parfois on entend chez certains sportifs? Alors, moi, je suis quand même assez cartésienne de base. Donc, non, je ne suis pas superstitieuse. Porte-bonheur, non. Il y a des conditions que je préfère à d'autres. Hein. J'ai parlé du vent contre. C'est long. C'est pas ce qui me plaît le plus. Mais non, j'essaye de ne pas être superstitieuse, parce que sinon, c'est facile d'être, déconcentré le jour J. Et alors que bon, si on prend les conditions telles qu'elles sont, généralement, il y a plus de chances que ça se passe bien. Une question dans la salle?